Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir pour cette séance de questions-réponses à propos d'Avenir Résilient, nouveau programme de financement dédié à l'autonomisation financière des personnes à revenus faibles et modestes. Avant de démarrer cette séance, nous souhaitons commencer par une reconnaissance territoriale. Prospérité Canada reconnaît que nous vivons et travaillons sur les territoires ancestraux des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Notre bureau de Toronto est situé sur les territoires traditionnels de nombreuses nations, notamment les Wendat, la nation Anishinaabe, la Confédération des Haudenosaunee, la Première Nation des Mississaugas de la New Credit et la nation Métis. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers ces nations pour leur gestion de ce territoire. En tant que colons et nouveaux arrivants, nous reconnaissons notre responsabilité de partager ce territoire et de le préserver dans un esprit de paix, d'amitié et de respect. Nous vous encourageons à partager dans la boîte de clavardage les reconnaissances des terres de l'endroit où vous vous trouvez pour ce webinaire. Avant de répondre à vos questions, qui est le but de cette séance, je vais faire un bref rappel du programme de financement et de ses 3 volets et partager avec vous les questions qui nous ont été les plus posées jusqu'à maintenant, soit lors de séances d'information qui ont eu lieu la semaine dernière, soit par courriel, puisque cela pourra vous éclairer également. Pour commencer, je me présente, je suis Amandine Fournier et j'ai rejoint Prospérité Canada récemment, en charge des partenariats avec les organismes francophones notamment. Je réponds également aux questions ou demandes envoyées à l'adresse courriel qui est indiquée à l'écran et qui est aussi indiquée dans la boîte de clavardage, quand ces questions sont formulées en français. Aujourd'hui avec nous, il y a également ma collègue Phaedra Maikantis, qui est responsable de la gestion des subventions dans le cadre d'Avenir Résilient. Voilà Phaedra. Elle est à la manœuvre pour tout le processus de demande et répond à toutes vos questions et demandes quand elles sont formulées en anglais. Donc une présentation détaillée du programme a eu lieu la semaine dernière. Vous pouvez la visionner sur la chaîne YouTube de Prospérité Canada. Vous recevrez également le lien après cette séance. Toutes les informations présentées lors de cette séance sont également disponibles sur le site d'Avenir Résilient, à partir duquel vous pouvez créer un compte utilisateur et faire votre demande. Voilà. Et on vous met le lien dans la boîte de clavardage également. Donc aujourd'hui, je vais juste brièvement rappeler les points essentiels du programme avant de passer aux aspects plus détaillés et des questions. Donc Prospérité Canada a lancé Avenir... Ah, ok. N'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage si vous avez une question et puis plus tard, on aura sûrement le temps pour ouvrir les micros un peu plus tard. Je finis juste la partie un petit peu présentation. Donc le programme Avenir Résilient, assurer le bien-être financier de tous les Canadiens, est donc une initiative de 60 millions de dollars qui a été lancée il y a quelques semaines par Prospérité Canada. Cette initiative vise à améliorer la stabilité et le bien-être financier à l'échelle nationale. Ce programme a pour but de financer des organismes communautaires qui proposent gratuitement des services essentiels d'autonomisation financière, tels que le soutien pour déclarer ses revenus, l'aide à l'accès aux prestations, l'accompagnement et consultation financiers, ainsi que l'éducation financière. Ce programme inclut également des financements dédiés aux organismes œuvrant auprès des communautés noires, des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que des personnes en situation de handicap. Et notre mission, dans le cadre de ce financement, est de soutenir 1 million de Canadiens pour débloquer plus de 2 milliards de dollars en prestations et ressources financières essentielles. Donc, au sein de ce programme, on a 3 volets de financement bien séparés. Donc, commençons par le volet 1,
pour financer des centres d'autonomisation financière, où on envisage de financer environ 10 organismes individuels et 4 collectifs d'organismes. Les montants annuels maximum sont de 450 000 $ pour les demandes individuelles et de 1 million de dollars pour les collectifs. Ces centres sont des organismes d'envergure régionale et ou centrés sur une population qui proposent des services d'autonomisation financière essentiels et de grande qualité, ainsi que des ressources et du soutien à d'autres organismes qui eux-mêmes offrent des services d'autonomisation financière. Les centres, par exemple, peuvent offrir des activités de renforcement de capacité à l'interne et à l'externe, de coordination au sein de l'écosystème local, ce qui permettra d'améliorer le réseau d'autonomisation financière dans le territoire desservi. Nous avons ensuite le volet 2, qui concerne les partenaires d'autonomisation financière. Dans le cadre de ce volet, nous prévoyons de financer environ 15 organismes jusqu'à 300 000 $ maximum par an chacun. Ce volet finance les organismes communautaires qui offrent déjà des services essentiels d'autonomisation financière afin de proposer de nouveaux services de la gamme et ou d'accroître leur portée pour en faire bénéficier davantage de personnes. Accroître la portée des activités peut être dans le même territoire déjà desservi ou il peut s'agir d'augmenter le secteur d'intervention. Et enfin, le troisième et dernier volet du programme concerne les partenaires pour la croissance des populations prioritaires. Dans le cadre de ce volet, nous envisageons de financer environ 7 organismes pouvant obtenir chacun jusqu'à 200 000 $ par an. Ce volet vise à soutenir des projets axés sur au moins l'une des populations prioritaires identifiées, à savoir les communautés noires, les Premières Nations Métis et Inuits, et les personnes en situation de handicap. Les organismes doivent avoir une expertise établie dans le soutien à au moins une de ces populations prioritaires ou avoir pour mission et mandat de centrer leurs services et leurs programmes sur au moins l'une de ces communautés. Les organismes peuvent tout à fait combiner une expertise sur plusieurs populations prioritaires. Ce volet vise à soutenir des organismes qui ont peu ou qui n'ont pas d'expérience en autonomisation financière et qui souhaitent développer des services adaptés en la matière afin de mieux répondre aux besoins des populations qu'ils desservent. Donc voilà, c'était un rappel bref et succinct du programme Avenir Résilient. Pour les personnes qui nous ont rejoints en route, sachez que tout ce qui a été présenté ou qui concerne le programme est accessible sur le site internet d'Avenir Résilient. Et également, il y a eu donc une session d'information virtuelle la semaine dernière, que vous pouvez aussi visionner en ligne sur la chaîne YouTube de Prospérité Canada. Voilà, si vous voulez en savoir plus avant de pouvoir faire une demande. Et on va passer maintenant à la partie questions. Donc, on a reçu beaucoup de questions, que ce soit en français ou en anglais, soit lors de sessions d'information de la semaine dernière, soit par courriel. Et donc, on a préparé quelques-unes de ces questions pour partager avec vous les réponses, parce qu'on pense que ça peut aussi être intéressant pour vous. Et puis après, on aura le temps pour répondre à vos questions en particulier, si vous en avez. Je tiens à rappeler que, donc j'ai parlé du site internet d'Avenir Résilient. Sur ce site, vous avez également tous les documents explicatifs qui concernent le processus de demande. Il y en a plusieurs, et puis vous recevrez aussi le lien pour chacun de ces documents dans le courriel suite à cette séance. Voilà.
Et, pardon, avant de passer aux questions préparées, vous rappelez également que surtout n'hésitez pas à nous contacter par courriel, puisque on fait au mieux pour vous guider et répondre à toutes questions que vous pouvez avoir, soit avant, soit pendant votre demande. Alors, parmi les questions qui ont été beaucoup posées, on a des questions plutôt d'ordre général. Donc, je vais lire les questions puis apporter des réponses. Alors, peut-on présenter une demande pour plusieurs volets? Non. Votre organisme ne peut présenter qu'une seule demande, et donc dans un des 3 volets. Hem, N'hésitez pas à consulter, je dirais en premier, en termes de documents explicatifs, il y a un document qui s'appelle «Les lignes directrices et critères de financement». Il y a également en complément une foire aux questions et glossaire. Et puis après, vous avez pour chacun des volets, il y a un document qui s'appelle «Consignes pour les demandes», on y reviendra, et qui est propre à chaque volet. Voilà, c'est, avec ces documents-là, vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires et encore une fois, pour des questions plus précises ensuite, on est disponible par courriel. Peut-on présenter une seule demande pour plusieurs régions? Donc ça va dépendre de la nature du projet que vous proposez. Par exemple, si vous êtes un centre d'autonomisation financière, volet 1, servant une population prioritaire comme les communautés noires, potentiellement, vous pouvez desservir plusieurs régions. Il y a même des centres qui auront peut-être une échelle nationale. Donc tout va dépendre un petit peu du projet que vous proposez et de votre territoire d'intervention. Pouvez-vous fournir des données quantitatives sur la portée élevée attendue? Donc, vous pouvez, regarder la base de référence qui est fournie pour les volets 1 et volet 2 comme une indication. Il est important de rappeler que la portée des activités mises en œuvre dépend également du territoire desservi, des bénéficiaires, de la combinaison de services offerts. Par exemple, un organisme peut largement dépasser la base de référence, alors qu'un autre organisme desservant une population prioritaire ou des régions rurales et éloignées peut avoir un profil différent. Nous cherchons vraiment à financer une combinaison diversifiée de services, d'organismes et de modèles d'autonomisation financière. Une autre question. Faut-il être en mesure de toucher au moins 1 750 clients pour présenter une demande? Alors, ce n'est pas nécessaire. Il s'agit là, comme indiqué avant, d'une base de référence combinée qui tient compte du nombre de clients et du financement demandé. Et dans ce cadre-là, la base de référence est notamment fournie pour les volets 1 et 2. C'est une base indicative qui repose sur une combinaison de services car certains sont plus coûteux à offrir que d'autres. Mais c'est important pour nous d'indiquer qu'on va prendre également en considération les activités auxquelles vous participerez pour étendre la portée des services existants afin de toucher davantage de clients. La base de référence, quant à elle, peut vous aider à ajuster le montant de financement que vous demanderez. Par exemple, vous pouvez demander tout à fait un montant inférieur au montant maximum et qui correspond à votre plan de travail et au budget de votre projet. Ça peut être tout à fait une demande solide, même si vous ne demandez pas le montant maximum. À noter pour, le volet 3, les partenaires pour la croissance des populations prioritaires, que ces organismes, ce volet s'adresse à des organismes qui ne proposent pas encore de services d'autonomisation financière. Donc dans ce cas, la base de référence que nous avons fournie, qui encore une fois n'est qu'une indication, peut, vous donner des repères quant au coût, attendu lié à l'offre de services d'autonomisation financière. Un autre série de questions, concerne le terme régional et
que signifie le terme régional dans le cadre de ce programme de financement. En général, la région, surtout quand il s'agit d'organismes de services de première ligne, signifie leur secteur d'intervention, leur territoire desservi. Certains organismes, parfois, vont au-delà de leur région typique. Par exemple, ils desservent une partie bien définie de la ville, mais leurs services s'étendent, à d'autres régions rurales situées aux alentours, dans lesquelles les services ne sont pas disponibles. Si on prend un exemple en Ontario, parce que où on a également des organismes qui servent des communautés francophones. Par exemple, un organisme qui est basé à Toronto et qui propose des services à Toronto peut également s'étendre à la région autour de Toronto. Une autre question concerne les langues proposées. Est-il avantageux d'avoir un partenaire multilingue, par exemple français et anglais? Est-ce nécessaire? Alors, cela va dépendre de votre territoire d'intervention notamment. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas obligatoire, surtout si la région que vous touchez n'est pas d'envergure nationale. Maintenant, quelle que soit votre région, nous nous attendons à ce que vous soyez en mesure de veiller à ce qu'une personne puisse recevoir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles. Pas forcément par vous-même en direct, mais ça peut être grâce à des services de traduction par téléphone ou ça peut être dans le cadre d'une réorientation vers un autre organisme. Donc, si vous offrez des services en français et qu'une personne qui fait partie des bénéficiaires potentiels se présente et a besoin de pouvoir communiquer en anglais, vous pouvez le fait que vous puissiez la réorienter vers un autre organisme qui pourra lui offrir le soutien et l'assistance dont cette personne a besoin. Alors, une autre série de questions qui a trait plutôt aux différents volets de financement. Alors, une question sur la durée. Donc, la durée du programme s'étend d'octobre 2025 à mars 2029, soit 3 ans et demi. Par conséquent, quel est le financement annuel maximal si je demande 200 000 $ par an? Donc, comme précisé dans les documents explicatifs, les fonds seront calculés au prorata pour les années fiscales qui ne sont pas complètes. Donc, l'année fiscale s'étend d'avril à mars dans le cadre de ce programme. Donc, si vous deviez recevoir 200 000 $ par an, vous recevriez, par exemple, 100 000 $ pour l'exercice allant d'octobre 2025 à mars 2026 et 200 000 $ pour chaque exercice suivant. Un autre aspect, les organismes qui servent les communautés rurales seront-ils pris en considération? Oui, tout à fait. Nous tenons compte des organismes qui offrent des services aux communautés rurales et dans le formulaire de demande, il y a des questions relatives à la taille ou au type de communauté que vous desservez, urbaine, rurale, éloignée, etc. Et ça, cet aspect-là sera pris en compte pour évaluer le projet global et les résultats attendus. Alors, une autre question un petit peu plus longue. Si un centre d'autonomisation financière, c'est-à-dire un volet 1, redistribue des fonds à des organismes associés, doit-il se limiter aux organismes dirigés par des personnes autochtones ou noires ou aux organismes qui travaillent principalement avec des personnes handicapées? Ces organismes associés peuvent-ils permettre de toucher plus largement les populations ayant de faibles revenus? Donc, un organisme associé peut servir à toucher une population prioritaire ou
une population mal desservie auquel vous souhaitez vous adresser, par exemple des nouveaux arrivants. Donc, on a eu beaucoup de questions sur la redistribution des fonds. Donc, juste pour rappel, c'est une option facultative dans le cadre des volets 1 et 2 où les organismes qui seront financés peuvent redistribuer des fonds dans la limite de 20 000 $ par organisme associé. Mais il est vraiment important de noter que cette redistribution de fonds n'a pas pour but de financer des partenaires qui fournissent des services d'autonomisation financière. Il a pour but de soutenir des organismes associés qui sont des intermédiaires au sein de la communauté. Par exemple, ces organismes associés peuvent fournir un appui en matière de sensibilisation. Ils peuvent aider à organiser des événements et fournir de la rétroaction à l'organisme qui est financé, afin qu'il réponde au mieux aux besoins de cette communauté. Et c'est bien indiqué dans les documents explicatifs que les organismes associés qui font partie de l'écosystème jouent un rôle important pour vous permettre de servir les communautés vulnérables. Donc, ils peuvent permettre d'établir des contacts, d'accueillir des événements, afin de vous permettre d'offrir des services à ces communautés vulnérables ou de les adapter au mieux à ces communautés. On a ici une question relative plus aux différents types de services d'autonomisation financière. Est-ce qu'un organisme qui présente une demande en tant que centre d'autonomisation financière doit fournir des services dans les 3 catégories ou peut-il simplement offrir une variété de services financiers? Donc les services, la gamme de services d'autonomisation financière que nous finançons sont la déclaration de revenus, l'accès aux prestations, la consultation et accompagnement financier individualisé et l'éducation financière. Je vous invite à lire vraiment retrouver tous les détails dans le document intitulé Lignes directrices et critères de financement sous la rubrique services admissibles, c'est aux pages 11 à 16, puisque vous allez voir, il y a vraiment le détail de ce que recouvre chaque type de service, ce qui est attendu, ce qui ne rentre pas dans le cadre du programme. Et par exemple, peut-être pour répondre plus précisément à cette question, pour les centres, on s'attend à ce que chaque centre offre au minimum 3 des 4 types de services, par exemple. Question importante. Si l'on présente une demande dans le cadre d'un volet, peut-on également être mentionné comme partenaire dans le cadre d'une autre demande? Non. Alors, non, je vais donner quelques exemples qui vont peut-être permettre de comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Donc, vous ne pouvez pas présenter une demande de financement si vous faites déjà partie d'une autre demande en tant qu'organisme qui demande un financement. Vous pouvez mentionner dans votre demande les liens ou la collaboration avec d'autres organismes. Mais vous ne pouvez faire une demande de financement que dans le cadre d'une seule demande. Donc, prenons un exemple. Si, par exemple, votre organisme offre déjà des services d'autonomisation financière, vous pouvez soit faire une demande de financement dans le cadre du volet 2, partenaire, mentionner les organismes avec lesquels vous collaborez déjà, et qui eux-mêmes offrent des services d'autonomisation financière. Ces mêmes organismes peuvent eux-mêmes faire une demande de financement dans le cadre du volet 2 et vous mentionner dans le cadre du fait que vous collaborez déjà. Ou alors, vous pouvez conjointement, c'est-à-dire vous vous mettez à plusieurs organismes et vous faites une demande collective dans le cadre du volet 1 des centres d'autonomisation financière. Mais c'est l'un ou l'autre.
vous ne pouvez pas faire à la fois une demande individuelle en votre nom dans le cadre du volet 2 et faire partie d'une demande collective dans le cadre du volet 1. Un autre exemple pour un autre type d'organisme. Si vous êtes un organisme qui se concentre sur une des 3 populations prioritaires, vous pouvez soit déposer une demande de financement dans le cadre du volet 3, si vous souhaitez commencer à établir et à offrir des services d'autonomisation financière pour vos bénéficiaires, ou vous pouvez être un organisme associé et recevoir des fonds redistribués de la part d'un centre ou d'un partenaire d'autonomisation financière, qui eux auront fait une demande dans le cadre du volet 1 ou 2, pour faciliter l'offre de services de ce centre ou de ce partenaire auprès de votre communauté. Et enfin, il est important de bien noter qu'une organisation ne peut être organisme associé que d'un seul autre organisme, donc que d'un seul centre ou que d'un seul partenaire. Voilà. On va passer à deux questions un peu plus simples, j'ai envie de dire, qui concernent le portail de demande. Donc, comme indiqué avant, toutes les demandes de financement doivent passer par le portail communautaire en ligne. Sachez que vous pouvez tout à fait préparer vos réponses, par exemple dans un document Word, et ensuite vous les copier-coller dans le questionnaire en ligne pour pouvoir, si vous souhaitez, pouvoir les retravailler en amont, etc., avant de faire de soumettre votre demande. Je tiens aussi à vous rappeler que les documents intitulés Consignes pour les demandes, donc on a un document par volet, euh, vous permettent au sein de ces documents, vous trouverez toutes les questions qui vous seront posées sur le portail en ligne concernant ce volet. Vous aurez même les détails du nombre de mots pour certaines questions où il y a un nombre de mots maximum. Et vous aurez dans ces documents consignes pour les demandes, vous avez également des conseils sur la manière de répondre au mieux à chaque question. Donc, utilisez-les comme un guide avant ou pendant que vous préparez votre demande. Également, une fois que vous avez commencé une demande en ligne, une fois que vous avez passé les questions d'admissibilité, vous avez accès à l'ensemble des questions de l'ensemble du questionnaire. Vous pouvez naviguer entre les 3 sections sans avoir besoin de remplir tous les champs obligatoires pour y avoir accès. Est-ce que plusieurs personnes du même organisme ou d'organismes différents peuvent travailler sur une même demande dans le portail? Oui, tout à fait. Il y a un bouton pour cela. Donc, une fois que vous avez commencé votre demande, passez les questions d'admissibilité. Vous verrez en haut à droite de l'écran, il y a un bouton bleu qui s'intitule Gérer collaborateur. Si vous cliquez dessus, vous pouvez inscrire d'autres personnes avec leur adresse électronique qui ensuite recevront un lien et pourront accéder à la demande. Et vous pouvez gérer également les droits d'accès de ces différentes personnes. Voilà. Alors, concernant le processus d'examen des demandes, donc petit rappel, nous sommes dans la phase 1, dans l'étape 1 qui est le dépôt de la lettre d'intention. Vous avez jusqu'au 14 mai, 23h59, heure de l'Est, pour soumettre une lettre d'intention si vous souhaitez faire une demande de financement. Et puis, il y aura une étape 2 où certains organismes seront présélectionnés pour être invités à présenter une proposition complète. Donc, concernant le processus d'examen, nous avons eu des questions comme comment allez-vous assurer que les demandes en français et en anglais seront traitées de la même manière? Avez-vous des évaluateurs bilingues? Oui, tout à fait. Que ce soit en interne ou en externe, le processus d'examen sera fait avec impliquera des personnes bilingues. Dans le cas où, en tant que bailleur de fonds, vous estimez qu'une lettre d'intention n'est pas correctement classée, c'est-à-dire elle serait mieux dans un autre volet,
allez-vous reconsidérer cette proposition sous un autre volet ou bien cette proposition sera-t-elle définitivement rejetée? Alors, si vous avez le moindre doute sur quel volet, dans quel volet candidater, nous vous conseillons vraiment de nous contacter par courriel pour qu'on puisse peut-être vous informer de quel volet est adapté. Parce que on peut pas vous garantir que nous vous contacterons et qu'on reviendra vers vous pour vous dire si vous auriez dû présenter votre demande dans tel volet ou tel autre, vu le nombre de dépôts de demandes. Donc, encore une fois, nous sommes tout à fait disponibles par courriel pour répondre à des questions. Euh, et alors, je vous rassure, c'est la dernière diapositive. Après, on va pouvoir prendre les questions si vous avez des questions en direct. Alors, mais des aspects qui peut-être vous intéressent. Si le financement est accordé, est-ce que Prospérité Canada fournira les mesures quantitatives et qualitatives des résultats que les projets doivent respecter? Oui, effectivement, nous travaillons à des cadres d'évaluation et nous fournirons ces cadres et ces mesures de résultats, oui, et aussi dans un but de cohérence des données. Une question concernant les salaires. Est-ce que les salaires complets pour les nouveaux postes peuvent être inclus dans le financement du volet 2? C'est un exemple, hein, ça pourrait être dans d'autres volets. Par exemple, en augmentant d'1 à 3 le nombre de postes actuels pour les 3 années. Tout à fait. Oui, dans la mesure où ces nouveaux postes servent à mettre en œuvre le plan de travail et le budget du projet. Par exemple, si une partie de votre proposition consiste à étendre la portée des clients ou à accroître la programmation, vous pouvez expliquer comment les nouveaux membres du personnel seront impliqués dans cette croissance. Une autre question concernant la redistribution des fonds. Quel type de rapport est lié au financement de 20 000 $ pour les associés, pour les organismes associés? Donc la redistribution des fonds s'apparente un petit peu à une micro-subvention accordée à vos organismes associés, ce qui signifie qu'ils doivent également signer des accords. Ils peuvent faire l'objet d'un audit de la part du gouvernement fédéral ou de Prospérité Canada, et ils devront fournir des rapports financiers, à minima. La somme de 20 000 $ par associé est-elle versée annuellement ou en une seule fois? Il peut s'agir d'un financement ponctuel ou annuel en fonction des activités décrites dans votre plan de travail. Mais attention, n'oubliez pas que ces organismes associés ne fournissent pas de services d'autonomisation financière, mais qu'ils servent de lien avec la communauté, comme on l'a expliqué précédemment. Et surtout, n'oubliez pas que les montants redistribués font partie du montant maximal qui vous sera octroyé si vous êtes financé. Par exemple, si vous présentez une demande dans le cadre du volet 2, partenaire d'autonomisation financière, le montant maximal annuel qui vous sera octroyé est de 300 000 $ par an. Si vous proposez de donner jusqu'à 20 000 $ par organisme associé par an et que vous comptez 10 organismes associés, cela représente 200 000 $ par an. Et dans ce cas-là, il ne vous restera que 100 000 $ par an pour fournir les services d'autonomisation financière en direct. Une dernière question. Pour que les activités admissibles soient financées, doivent-elles être exclusivement axées sur l'éducation financière? Peut-il s'agir d'autonomisation financière en lien avec le développement de carrière? Donc je vais juste dans ce cas-là, juste vous rappeler que dans le document ligne directrice et critères de financement, aux pages 11 des pages 11 à 16, on indique tous les services admissibles et ce qui en est exclu. Et donc, par exemple, les activités liées au développement de carrière ne sont
ne sont pas financés. On se concentre principalement sur les services d'autonomisation financière et numérique. Voilà, j'en ai fini pour la partie du contenu qui était préparé. Ça nous semblait important de partager avec vous ces informations qui venaient sur la base des questions qui sont arrivées à Prospérité Canada. Je vais voir avec ma collègue Félicité si on a eu déjà des questions dans la boîte de clavardage de la part des participants aujourd'hui. Non, pour l'instant, on n'a pas de questions. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas submergé avec trop d'informations. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage. Ah, merci. Quelqu'un a posé des questions dans questions-réponses. Alors, j'ai envie de dire merci beaucoup du fait de l'expérience des sessions en anglais. On s'était dit qu'on n'allait pas utiliser le question-réponse parce que c'était très peu utilisé. Mais ben, merci beaucoup à Marc d'Orgeville. Alors, je vais les lire en direct. Pardon. Ah, excusez-moi, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent. Voilà. Alors, un centre d'autonomisation financière a pour but de renforcer les capacités d'autonomisation financière d'organismes locaux. Si le centre qui fait la demande livre déjà les 4 services d'autonomisation financière, les 4 types, est-ce que ces organismes locaux doivent eux aussi déjà avoir certains services ou peuvent-ils n'en avoir aucun présentement? D'accord. Je vais juste lire la fin. Il y a une deuxième question. Est-ce que le renforcement des capacités d'autonomisation financière peut être la création d'un nouveau service d'autonomisation financière chez des organismes locaux? Ou doit-il être un renforcement des services existants chez ces organismes? D'accord. Pardon, je fais une pause. Je fais une pause, le temps de... Qu'est-ce qu'on entend? Ok. Je vais traduire la question à ma collègue Fedra et pour qu'on puisse vous apporter la réponse en direct. Donc, juste une minute. Fedra, sorry, you're going to be on the spot. So the question is about Hub. So the Hub has the goal of the Hub is to strengthen the capacity of local organization that provides financial empowerment services. Question 1 is, do these local organization, part of the ecosystem, do they need to already have offer some of those financial empowerment services, or can they be part of the ecosystem without offering yet any financial empowerment services? Fedra? Sorry, I was muted. Do you want me to answer the first part before we go to the second? Yeah, let's do the first part. They must have financial empowerment services in place. So the Hub acts as a core of organizations that provide these services across either their region or their priority population. And then the Hub strengthen the capacity of local organization that already provides some of those services. Yes, overall. And then the Hub is also expected to provide expertise to the other streams as well. So for example, we have the priority population stream and the partner stream. It's expected that the Hub also partake in helping with the capacity strengthening and knowledge transfer. Okay.
Euh, donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu en ayant une partie de cette séance en anglais. Mais donc, la réponse est oui, le centre d'autonomisation financière renforce les capacités d'organismes locaux qui font partie de son écosystème, de son territoire d'intervention, qui déjà fournissent certains services d'autonomisation financière. Le centre il est aussi attendu que le centre soutienne et renforce éventuellement des capacités pour aussi des organismes qui seraient financés dans le cadre du volet 3, donc partenaires pour la croissance des populations prioritaires. Et je vais demander confirmation par rapport à la deuxième partie de la question. Sorry, Phaedra. So the second part of the question is when the hub supports like strengthen capacity of other organizations, can this capacity strengthening activity, can it be towards establishing a new financial empowerment service within that organization, or the capacity strengthening activity can only be towards reinforcing existing services? It's a bit flexible. So if one of the organization only has 3 of the 4 financial empowerment services, you can work towards helping that organization establish one of the 4th. Or one of the capacity strengthening activities could be, for example, if your organization has expertise in a priority population, First Nations, Métis, Inuit, Black communities, or those living with disabilities, and the other organization doesn't. That is one of the capacity strengthening. You can also support them on for materials that are specific to that community and training that is specific to that community. Thank you very much. Donc, la réponse à est-ce que le centre, quand il renforce des capacités, est-ce qu'il s'adresse, est-ce qu'il peut renforcer les capacités en soutenant un organisme à créer un nouveau service d'autonomisation financière, ou est-ce que le renforcement de capacités se limite à améliorer ou renforcer les services existants? La réponse est c'est flexible. Tout va dépendre du projet. Et donc, dans un sens, dans votre demande, expliquez-nous quelle peut être la vision, puisque pour donner des exemples, par exemple, le centre d'autonomisation financière peut renforcer les capacités d'un organisme local qui fournit, par exemple, 2 des 4 services d'autonomisation financière. Le centre le soutient et renforce ses capacités afin que cet organisme puisse fournir un 3e type ou les 4 types de la gamme complète de services. Un autre exemple est un centre d'autonomisation financière qui est centré sur une des populations prioritaires, par exemple qui travaille avec des Premières Nations, des Métis, peut tout à fait soutenir des organismes locaux à adapter leurs services d'autonomisation financière pour cette population. J'espère que dans les traductions, on n'a pas perdu le contenu du message. N'hésitez pas à réagir dans le clavardage si jamais il y a besoin de revenir sur cette question. Je vais juste passer à une autre en attendant. Amandine, Oui, est-ce pardon. que tu as répondu à celle qui parlait de votre organisme collabore-t-il et apporte-t-il un soutien à beaucoup d'organisations, minimum 10, qui offrent des services d'autonomisation financière dans votre région ou à l'échelle nationale? Est-ce que les organismes à qui nous fournissons des services d'autonomie financière
mais qui, sans nous, n'ont pas eux-mêmes des services d'autonomisation financière, comptent vers le minimum de 10. Alors, d'accord, pardon. J'avais besoin de relire la question. Donc, j'imagine, si je me trompe pas, cette question est dans le cadre d'une demande dans le cadre du volet 1 des centres d'autonomisation financière. Laissez-moi la traduire. Donc, j'ai mentionné quand je me suis présentée que j'avais rejoint Prospérité Canada récemment, et c'est pour ça qu'on a Fedra aujourd'hui, puisque c'est la responsable du programme. Je m'excuse pour le temps que ça prend à traduire dans les deux sens. Fedra, sorry. Another one for you. So, when it's a hub, one of the question is, in the eligibility question is your organization, does your organization collaborate or provide support to lots of other organizations that offers financial empowerment services, minimum 10? The question is, so this organism, they do collaborate and they offer financial empowerment services to other organisms who would not have financial empowerment services without that organism. Do these organisms that receive those financial empowerment services from the main applicant, can they count within those 10? Yeah, so if they're providing services and they partner with up to 10 organizations, they can be considered part of that 10. Donc la réponse est oui. La réponse est oui. Le but de la question est aussi de montrer cette envergure, cette collaboration et ce réseautage déjà existant dans le cadre de services d'autonomisation financière, et donc que ce soit avec des organismes qui eux-mêmes offrent des services ou, dans ce cas-là, votre organisme qui offre ces services à ces autres organismes locaux. Félicité, je me tourne vers toi pour d'autres questions. Ouais. Mais il y a une autre question qui dit, pour les questions de population prioritaire, notre organisme vise les personnes à faible revenu et touche donc toutes les autres catégories. Comment répondre à la question avec 3 choix, c'est-à-dire faire seulement le choix de personnes à faible revenu ou faire ce choix et ajouter 2 autres populations en espérant que cela sera mieux pour notre application? Alors, un point vraiment à préciser, c'est que le volet 3 s'adresse à des organismes qui sont experts dans une des populations prioritaires identifiées, dans au moins une, pardon, dans au moins une des populations, mais qui n'offrent pas encore de services d'autonomisation financière. Et le financement dans le cadre d'Avenir Résilient, c'est pour les soutenir à mettre en œuvre ce type de service. Si vous vous adressez à toute personne vivant à faible revenu, donc ça, ce qui peut inclure certaines des populations prioritaires, mais que vous offrez déjà des services d'autonomisation financière, le volet 2 partenaire est sûrement peut-être plus adapté. Si je réponds à côté de votre question, je vous invite vraiment à nous envoyer un courriel avec plus de détails, ce qui nous permettra de répondre plus précisément peut-être à cette question-là. Ensuite, Félicité. Oui. une autre question. Notre organisme livre déjà les 4 services: impôts, accès aux prestations, accompagnement,
consultation, éducation financière. Votre mix de base est de 100 000 $ pour 1750 clients avec 70% impôts, 15% prestations, 15% accompagnement. Où puis-je trouver cette information dans votre documentation? Je n'ai entendu ici, mais pas vu dans la documentation. Et qu'en est-il de l'éducation financière? Pouvez-vous donner les chiffres d'un mix de base qui inclut l'éducation financière? Alors, c'est une bonne question et vous n'êtes pas la seule ou le seul à poser ce type de questions. Alors, pour savoir où trouver, je vous renvoie au document qui s'intitule Ligne directrice et critères de financement. Vous verrez que, donc, c'est comme indiqué, c'est une base de référence fournie notamment pour le volet 1 et le volet 2. C'est une indication. On ne souhaite pas donner des bases de référence plus précises parce qu'encore une fois, tout va dépendre de votre projet, du type de service que vous offrez. On sait très bien qu'il y a des services qui sont plus coûteux à proposer. Votre organisme peut être, par exemple, beaucoup plus centré sur l'accompagnement individualisé ou faire l'accompagnement et vous parlez d'éducation financière. Donc, j'ai envie de dire, tout va dépendre un petit peu du projet que vous proposez. Si vous êtes, donc l'éducation financière est importante, c'est souvent une porte d'entrée vers l'accès aux autres services d'autonomisation financière. Les projets financés ne peuvent pas se focaliser uniquement sur l'éducation financière. Voilà. Si vous avez besoin d'une réponse plus détaillée, je vous invite à ce moment-là à vraiment écrire par courriel avec peut-être des données un petit peu plus précises. Ensuite, la prochaine question, c'est est-ce que l'obtention du financement sera un tout ou rien? Ou est-ce que vous pourriez être amené à proposer des ajustements à la baisse du budget proposé? Voire, est-ce que vous imaginez peut-être proposer à des demandes de centres d'autonomie financière d'envisager 450 000 $ de devenir un partenaire à 300 000 $ et si vous recevez trop de bonnes demandes pour des centres d'autonomie financière? Je vais juste demander confirmation. Je pense avoir la réponse, mais je vais juste demander confirmation. Phaedra, just checking to have confirmation. The question is it a yes or no in terms of decision of funding, or maybe there will be, let's say, especially if we have lots of great application, will there be discussion over yes to those applications, but with a lower amount than the one that is asked? It's a great question. There might be some wiggle room around. So, for example, if the reviewers feel like the amounts could be removed, if there's a certain activity that can be removed and the project would still be able to go forward, that might be one of the negotiations that we might do with the caveat. So we have an advisory committee. The advisory committee may say, we will fund this project, but only at this amount. Okay. Donc, effectivement, c'est une très bonne question et il y aura une marge de négociation, à savoir notamment sur la base du comité d'examen qui verra toutes les demandes complètes. Par exemple, ça peut être le comité d'examen qui peut recommander oui, c'est une demande à financer, mais à telle hauteur. Ou peut-être une négociation, soit en termes sur
l'intégralité du plan de travail ou sur le montant. Donc, les demandes de financement, le montant que vous demandez est à faire en fonction de votre plan de travail. Et ce sera pas et ça pourra être éventuellement il y aura peut-être une discussion après coup. Je pense qu'il y a encore comme 2 questions, mais étant donné, je sais pas, On le va temps imparti, je sais je pas. vais juste vérifier avec Monique 2 Faudrait minutes. 2 minutes. OK. Je suis vraiment désolée. Donc on va prendre encore une question. Alors, c'est si l'application pour un centre d'autonomie financière est individuelle, est-il possible de rémunérer un organisme local pour sa participation au projet, c'est-à-dire, exemple, temps de formation de leur personnel, soutien logistique et humain à l'organisation de cliniques d'impôts, gestion des ateliers de groupe, efforts pour la collecte de données pour le projet? Si ce n'est pas possible, pourriez-vous commenter sur le fait que beaucoup d'organismes locaux seraient alors seulement intéressés par recevoir des services gratuits de la part du centre d'aide financière, mais pas intéressés par renforcer leur propre capacité à livrer des services d'aide financière s'ils n'ont pas déjà ces services? Alors, une partie de la réponse se retrouve dans la possibilité, dans cette option facultative, de 20 000 dollars par organisme associé. Donc, vous pouvez les rémunérer, vous pouvez soutenir vos organismes associés à participer au projet de cette manière. Et donc, par exemple, l'aspect soutien logistique, humain à l'organisation de cliniques d'impôts, gestion d'ateliers. C'est une première partie de la réponse, pardon. Et après, ok, pardon. Je regarde aussi le temps et vu que nous avons qu'une seule interprète avec nous aujourd'hui, être attentive à aussi son temps et son effort. Je vous invite, si je n'ai pas répondu à cette question suffisamment en détail, ou si je vous ai pas apporté une question, je vous invite vraiment à nous contacter par courriel sur ce point, parce que je pense que ça demande un petit peu plus de temps. Voilà. Ma collègue vous remet dans la clavardage l'adresse courriel auquel vous pouvez nous contacter. Je tiens vraiment à remercier à vous remercier d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. Pour vos questions, je m'excuse qu'on n'ait peut-être pas pu toutes les prendre. Encore une fois, contactez-nous par courriel. Je remercie notre interprète LSQ, la personne pour les sous-titres, et ainsi que Félicité et mes collègues pour le soutien technique, et également Fedra pour être là et répondre aux questions, même avec la double traduction. Cette séance vous aurez le lien vers cette séance, et puis je vous rappelle juste effectivement que toutes les informations sont disponibles sur le site internet. Et effectivement, on indiquera la séance de questions en anglais va être également visionnable sur le site internet. Donc, on partagera ces 2 liens. Je vous remercie beaucoup et je vais terminer cette séance. Encore merci pour d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci.